Jean-François Bay à mes côtés à présent pour cette première demi-heure d'Intégral Bourse, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Oui, les marchés se réintéressent à nouveau aux fondamentaux là, depuis vendredi, depuis les enquêtes PMI mauvaises en zone euro. À nouveau, la macro, vient gripper les marchés alors qu'on était porté par l'espoir des banques centrales. Le marché était administré à nouveau, il n'y avait plus de problème. Non, là on regarde les fondamentaux. Les fondamentaux nous rattrapent. Je pense qu'il faut revenir un peu aux déclarations de Mario Draghi quand on parle des fondamentaux. Il y a quelques temps, on s'étonnait en fait du ton dramatique de Mario Draghi en se disant mais il a peut-être des informations, des indicateurs avancés qu'on n'a pas, puisqu'il a quand même dit le 7 mars dernier, quand vous êtes dans le noir, vous faites des petits pas, vous ne courez pas. Et les décisions aussi qui ont été prises ont été plutôt inattendues. C'est-à-dire qu'on a eu une batterie de mesures qui n'étaient pas attendues par le marché. J'ai noté notamment pas de remontée des taux, donc il a parlé de as long as necessary, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Voilà, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Le TLTRO aussi jusqu'en mars 2021 pour redistribuer en fait des liquidités dans l'économie, crédit, entreprise et ménages. Et puis aussi une BCE qui continue à réinvestir dans son stock d'obligations. Donc on se dit c'est quand même incroyable. Et il avait eu un discours dramatique, un ton dramatique. Il a aussi pointé du doigt 3 risques majeurs: les incertitudes géopolitiques, les incertitudes sur la croissance et aussi un pointage spécifique des incertitudes sur l'industrie allemande, donc des facteurs de risque très particuliers. Ouais. Donc c'est bizarre, une banque centrale est plutôt là pour relancer la croissance et aider remonter le moral des acteurs économiques. Oui, c'est ça. Voilà. Et il a plutôt là, elle enfonce le clou. Il enfonce le clou et il met de l'huile sur le feu. Ouais. Et je pense que du coup, on comprend maintenant un peu mieux pourquoi il a eu ce discours aussi dramatique. Et effectivement, la situation est grave. Alors pas tellement du côté de l'incertitude géopolitique, c'est-à-dire le feuilleton chinois-américain, on l'a depuis un moment, on est un peu dans le flou. On a encore eu ce week-end des déclarations dans le FT qui considère que Pékin rejette les exigences US sur les entreprises technologiques. Difficile d'avoir un accord. Et Trump tweet régulièrement sur ça y est, c'est bon, on a un accord. Et puis ensuite, on est un petit peu déçu. Donc, et pareil sur le Brexit, je pense qu'on est dans le flou artistique total. Plus la date fatidique se rapproche, plus le scénario du no deal prend de l'importance. Et puis voilà, les Anglais, on en saura plus ce soir avec possible départ ou pas de Theresa May. Mais j'ai l'impression que les marchés ont mis de côté un peu ce bruit sur la géopolitique. On suit, mais finalement, ça a peu d'impact au quotidien. Au quotidien. Aujourd'hui, on se concentre sur les fondamentaux. Les chiffres, c'était la semaine dernière, les PMI manufacturiers aux États-Unis à 52,5, donc ralentissement de ces indicateurs. Le stock qui sont au plus haut, donc la hausse est la plus haute depuis 6 ans, donc c'est pas très bon. C'est-à-dire que si les entreprises constituent des stocks, c'est que ça vend moins. Et on connaît l'importance de la consommation et du consommateur américain dans le PIB américain. Et en zone euro, on a eu aussi les mêmes indicateurs PMI manufacturiers à 47,7. Donc on est en zone de contraction, puisque quand vous êtes en dessous de 50, c'est une zone de contraction. Et on comprend aussi l'alerte lancée par Mario Draghi en spécifique sur l'Allemagne, puisque le même indice outre-Rhin ressort à 44,7, le plus bas depuis 7 ans. Donc on revient à 2012. 2012, c'est la période où l'industrie allemande est en récession. Donc on comprend à demi-mot entre les lignes que l'industrie allemande est en récession virtuellement aujourd'hui. Ce qui fait un petit peu peur et ce qui a déclenché en fait la baisse des marchés. J'arrive pas à croire que ce soit une crainte nouvelle pour les investisseurs. Le marché voit depuis peut-être 1 an maintenant les difficultés de l'Allemagne, à travers d'abord le secteur automobile, à travers un certain nombre de facteurs ponctuels. Et puis le marché a bien compris quand même que ces difficultés étaient persistante, c'est pas une surprise. On a déjà eu des chiffres de PIB négatifs en Allemagne. Sauf que le chiffre tombait vendredi, à ce moment-là, alors que le marché repartait avec l'espoir quand même que les banques centrales avaient stabilisé la situation. Ce chiffre-là, il intervient comme une douche froide là pour les investisseurs. Oui, c'est un contre-pied dans le sens où on s'est dit d'un côté, la Chine est en train de relancer son économie et par ricochet l'Allemagne. Donc c'est une question de mois et donc on arrivera à passer à travers cette épreuve.
preuve. La deuxième chose, c'est quand vous avez des banques centrales, même la Fed, on pourrait intégrer la Fed qui a fait un revirement à 180 degrés. Complètement. Donc on se dit, si les banques centrales relancent, mettent en place des mesures de relance, à la limite on suit les banques centrales, il va y avoir des liquidités et donc on peut acheter. Et puis la dureté des chiffres... Deuxième effet qui se coule, oui, voilà, c'est ça. Est venu complètement prendre à contre-pied les marchés qui se sont dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr, l'Allemagne a vraiment, étant virtuellement en récession, a vraiment subi en fait ce gel un petit peu du commerce mondial et donc les difficultés en particulier sur l'automobile. Et donc ça va peut-être durer plus que prévu. Et puis on est dans un scénario, je le disais, de Brexit. Donc tant que ça va pas mieux sur l'Angleterre, tant que ça va pas mieux sur l'Allemagne, l'Europe aussi à la veille d'élections importantes. Donc c'est un cocktail qui est pas très bon. Et aussi on regarde du côté outre-Atlantique des États-Unis qui ont aussi eu ces chiffres que j'indiquais des enquêtes tout à un l'heure. peu qui se sont dégradées. On reste sur des logiques d'expansion aux États-Unis, mais c'est vrai que les chiffres PMI pour les États-Unis sont également un peu dégradés. Les taux d'intérêt et la baisse des taux d'intérêt vendredi, c'est pas qu'en Europe et en Allemagne, c'est aussi aux États-Unis. Inversion de la courbe des taux. Une inversion de la courbe des taux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux 3 mois sont supérieurs aux taux 10 ans. Et donc, c'est le signal d'une récession, en fait, une inversion de la courbe des taux où les investisseurs anticipent un ralentissement sur le long terme et avec des banques centrales qui ont plutôt tendance à augmenter les taux. Et donc, la dernière fois que ça s'est produit, c'était septembre 2007. Donc, on pense tout de suite à récession 2007-2008. Donc, c'est forcément, ça fait peur. Et les gérants d'actifs suivent ce mouvement. Des collègues de 20 milliards sur les actions la semaine dernière. Ouais. Pour caricaturer, pour retenir les grandes masses, c'est à peu près moins 70 milliards sur les fonds actions depuis le début de l'année, plus 70 milliards sur les fonds obligataires depuis le début de l'année. Quand on s'est vu la dernière fois, c'était moins 50, plus 50. Là, on est à moins 70, plus 70. Oui, ce qui montre bien que les investisseurs ne sont pas surpris finalement de la situation. Elle est anticipée depuis un moment, cette situation. On quitte le monde des actions pour le monde obligataire. Quand on regarde ces flux, justement, alors qui sont un peu déconnectés de la réalité des marchés peut-être aujourd'hui, mais ça fait un moment qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui disent je prends mes profits sur les actions pour aller m'installer confortablement et tranquillement sur les obligations. C'est pas nouveau ce phénomène. Donc ça veut dire que c'est pas nouveau. Donc ça veut dire que petit à petit on s'installe dans un ralentissement de la croissance qui devient de plus en plus tangible. Donc le scénario de second souffle sur les actions rebond et on verra sans doute une situation un peu plus difficile en 2021 ou 2022, finalement disparaît, devient moins important au profit d'un ralentissement plus fort finalement de 2019-2020, avec des valorisations qui sont assez élevées aux États-Unis, puis avec aussi des banques centrales qui ont moins de marge de manœuvre. C'est-à-dire quand vous avez consommé l'ensemble des cartouches, puisqu'on vient de parler de TLTRO, de stock d'obligations de quantitative easing, de périodes de taux négatifs ou de taux à zéro, as long as necessary, vous dites, mais le jour où ça ira pas bien du tout, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Sont les marges de manœuvre? Oui, c'est ça. Dans quelle mesure ils seront capables de faire quelque chose rapidement? Exactement. En tout cas, sur les marchés, sur un an, le CAC 40 fait 0, puisque 0%, parce qu'on est à 5002 et on était déjà à 5002. Mais vous voyez que la demande sur des valeurs de croissance a été très très forte. Donc c'est des valeurs comme Safran, L'Oréal, LVMH, Kering, etc. On a des vraies valeurs de croissance visibles qui intéressent les investisseurs. Et de l'autre côté, c'est la Bérésina sur les cycliques. Valeo, Renault et les bancaires sont à moins 50, moins 40 sur un an. Donc on a un vrai écartèlement du marché. Et la logique, c'est que cet écartement, justement, cet élastique va se tendre encore plus, Jean-François ? Je ne sais pas si ça va se tendre encore plus, il y aura peut-être un rattrapage des deux. Quand vous avez des valeurs comme Renault ou Société Générale qui distribuent du 7 ou du 8% de rendement par rapport aux dividendes, de deux choses l'une, soit ils vont vraiment sortir ce dividende et auquel cas les marchés vont rattraper, soit les marchés anticipent une limitation de ce dividende. En fait, le dividende potentiel des années futures ne sera pas celui des années passées. Vous avez 21 valeurs sur le CAC 40 qui distribuent des rendements du dividende supérieur à 3%. On compte plus les valeurs qui délivrent potentiellement un dividende de 5, 6, 7, 8%. Mais quelle est la solidité de ce rendement? C'est 8,62% potentiellement. Oui, potentiellement. Donc, dont une partie en papier, a priori, comme l'a proposé Frédéric Oudéa. Donc, non, mais voilà, le rendement, c'est pas tout. C'est la qualité du rendement aussi qui doit être mesurée par les investisseurs. Exactement. Et donc, les gérants actifs dans cet environnement-là
peine énormément. Tous les grands fonds de gestion active sur les actions françaises ou européennes, j'ai ça en tête Centifolia, Agressor, etc., Sycomore, France Cap, etc., ont vraiment des difficultés pour délivrer de la perf. Parce qu'on voit bien les retournements et les contre-pieds, on le disait, sont majeurs et c'est plutôt les indices qui tirent leur épingle du jeu. Et on voit que ce sont les secteurs les plus value qui sont encore en baisse aujourd'hui. Je vois un dossier comme Carrefour qui recule de plus de 2%, Publicis en baisse d'1,5% ou encore l'automobile, Renault et Peugeot qui reculent de 2% l'une et l'autre. Restez avec nous Jean-François, on va s'intéresser au marché obligataire dans un instant avec un 10 ans allemand toujours négatif à l'heure où on se parle et une courbe US toujours légèrement inversée entre le 3 mois et le 10 ans. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Qu'essaye de nous dire le marché obligataire? On en parle avec Yannick Lopez qui est avec nous par téléphone. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion de taux, notamment chez Ophi Asset Management. Oui, il y a plusieurs mouvements à signaler sur le marché obligataire depuis la semaine dernière, la fin de semaine dernière. Déjà, le 10 ans allemand qui repasse en négatif. Alors c'est très léger, on est peut-être plus sur du zéro actuellement sur le 10 ans allemand. Yannick, néanmoins, ça nous ramène à des phénomènes qu'on n'avait plus vus depuis octobre 2016. Quel est le message envoyé par le marché obligataire? Et puis j'ajoute évidemment l'inversion légère de la courbe des taux aux États-Unis entre le 3 mois et le 10 ans. Yannick, que peut-on dire de ces phénomènes? Bon, soyons clairs, le message est exactement le même quand on est à 0,05% sur le 10 ans allemand ou à moins 0,01%. Non mais c'est vrai qu'il y a un petit côté ça fait les gros titres, ça fait les gros titres. Exceptionnel, voilà, exceptionnel parce que c'est pas naturel a priori de se dire tiens, j'avais prêté de l'argent à quelqu'un à horizon de 10 ans et il m'en coûtera. C'est vrai qu'a priori c'est pas logique, mais c'est devenu un petit peu dans le contexte aujourd'hui, compte tenu des politiques monétaires et notamment de la BCE. Mais voilà, c'est anecdotique. Donc le message est le même. Le message est le suivant. On a des banques centrales qui ont à nouveau modifié leur rhétorique depuis décembre, on va dire, depuis avec la Fed et puis la BCE récemment, et qui dit qu'elles sont inquiètes sur la croissance et qu'elles seront là massivement si besoin en cas de retournement de la conjoncture, qu'elles peuvent même aller encore au-delà de ce qu'elles ont déjà fait. Ça, c'est ce que M. Curé rappelle encore ce matin. Ouais. Et puis cela traduit évidemment l'exceptionnelle incertitude autour du Brexit. Déjà on n'y voyait pas grand-chose, mais là on y voit encore moins. Cela traduit les incertitudes sur la croissance en zone euro, puisque après avoir connu un fort ralentissement au second semestre 2018, on a des indicateurs qui continuent de baisser en zone euro avec des enquêtes, des PMI vendredi qui étaient vraiment douloureux en France et en Allemagne sur le manufacturier. Peut-être manifestement un peu moins sur les autres pays, parce que quand on voit le chiffre agrégé au niveau de la zone euro, ça baisse un petit peu moins que la France et l'Allemagne cumulées. Donc il y a peut-être entre guillemets des petites bonnes surprises à avoir, mais bon, globalement on a une croissance en zone euro qui est très compliquée, parce qu'elle est perturbée par le jeu du Brexit bien sûr, mais de la politique agressive de point de vue commercial avec les États-Unis et les incertitudes sur les éventuelles taxations d'importation. Voilà, cela traduit plein de choses. Et la déception macro, elle est réelle encore, Yannick, parce que tout le monde est au courant des difficultés de l'Allemagne, mais d'avoir encore sur le mois de mars ce genre d'indicateur, oui, c'est une vraie déception pour les investisseurs. C'est une déception parce que le ralentissement était quand même marqué, comme je disais, au deuxième partie de l'année dernière, qu'il a perduré en début d'année et que on espérait une stabilisation, voire une inflexion positive. Ce qu'on avait commencé d'ailleurs à voir dans quelques chiffres, notamment je pense à la France avec des enquêtes faites par l'INSEE qui étaient moins pires que celles faites au niveau européen par Eurostat. Et malgré tout, non, cela replonge, mais c'est normal. Enfin, c'est normal parce que finalement, sur les dossiers qui ont perturbé cette croissance et cette confiance que je viens de rappeler à l'instant, on pensait que là, à mi-mars, fin mars, on allait y voir plus clair, et en fait, on n'y voit pas plus clair. Rien n'est signé côté américain et chinois.
Et puis Brexit, comme je viens de dire, c'est encore plus ce brouillard que d'habitude. Donc voilà, ça se traduit par une baisse de confiance et donc ça se traduit par un ralentissement. Et donc ça se traduit par des taux d'intérêt souverains qui baissent et pas n'importe lesquels, bien évidemment, comme d'habitude. Les taux allemands en première ligne parce que c'est le coffre-fort, parce que c'est le refuge ultime. Cela rapporte rien, voire même ça coûte, comme on vient de dire, mais au moins c'est la certitude a priori d'être remboursé à terme quoi qu'il arrive. Donc c'est le coffre-fort et tout comme si vous ouvrez un coffre-fort à votre banque, ça vous coûtera un peu de sous. Et ben là, si vous voulez mettre de l'argent dans un endroit sûr en achetant des obligations allemandes, et ben ça vous coûtera un peu de sous. Alors je comprends la logique sur le marché obligataire européen. Est-ce que c'est la même logique sur le marché obligataire américain, cette inversion de la courbe des taux, alors très légère, on parle de quelques points de base d'écart effectivement en faveur du taux à 3 mois par rapport au taux à 10 ans aux États-Unis. Est-ce que c'est le début de quelque chose? Quel est le message envoyé? Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Fed, qui était à une conférence Crédit Suisse en Asie ce matin, nous dit oui, ok, ça reflète peut-être la nécessité qu'un jour la Fed baissera à nouveau ses taux directeurs, mais ça ne donne pas le signal d'une récession, Yannick. Pour éviter de verser trop dans le côté technique, mais ça veut dire quoi inversion? Ça veut dire que la partie longue de la courbe, qui en toute logique rémunère mieux les épargnants que la partie courte, parce que c'est normal, vous immobilisez votre argent sur plus longue période, donc vous avez de l'incertitude, donc il faut bien être rémunéré pour cette incertitude. Bon bah, cette rémunération est inférieure, passe en dessous de la rémunération de la partie courte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense que la réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, va bientôt baisser ses taux d'intérêt. Ça veut dire ça. C'est une anticipation d'un ralentissement économique. Les banques centrales sont dans leur rôle de mettre des mesures contracycliques lorsque vous avez un ralentissement économique. Et la première des armes dont elles disposent, c'est l'arme monétaire, la baisse des taux d'intérêt. Donc avoir une inversion, ça veut juste dire que les marchés pensent que la Réserve fédérale américaine non seulement ne va pas monter ses taux en 2019, ça a été plutôt confirmé par la semaine dernière lors de la dernière réunion de la Fed, mais potentiellement peut même les baisser parce que l'économie américaine finalement donne des signes de ralentissement relativement marqués. Et c'est un peu normal quelque part, ça fait 9 ans qu'on est dans un cycle d'expansion, ce qui est le deuxième plus long cycle de l'histoire, et que donc statistiquement, chaque jour qui passe fait qu'on se rapproche évidemment un petit peu plus de la prochaine récession. Récession, ça ne veut pas dire non plus cataclysme, hein. On a l'image on a l'image de la dernière, c'est pour 2018, ça. 2008 qui était terrible, qui était absolument terrible. Mais il peut y avoir une récession. Quand on dit récession, c'est la succession de 2 trimestres qui baissent. Mais ça peut être des baisses de 0,1% et 0,1%. Voilà, donc une récession ne veut pas forcément dire un chômage qui explose et remonte à 10% alors qu'on est à 3,7 ou 8 aux États-Unis. Voilà, ça veut juste traduire ça. Les marchés anticipent non plus de hausse des taux de la Fed, mais voire même potentiellement une baisse. Et donc du coup, c'est intéressant de tout de suite acheter des obligations longues à des taux d'intérêt, la semaine dernière, mettons à 2,5%, si on pense que bientôt les taux courts vont baisser à 2,25, voire 2%. Voilà, ça traduit juste ça. Merci beaucoup Yannick d'avoir expliqué rationnellement, techniquement ce qui se passait sur ces marchés obligataires. Yannick Lopez, directeur de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Un mot de conclusion, Jean-François Bay avec nous en plateau, directeur général de Cantalis. Je voudrais revenir sur la situation allemande et le pointage qu'a fait Mario Draghi sur cette situation en évoquant des facteurs spécifiques, parce que ça explique le retournement de vendredi, ça explique l'inquiétude un peu des marchés sur des valeurs cycliques. Le chef économiste de Standard & Poor's, Sylvain Broyer, dans Les Échos, aujourd'hui déclare pour la première fois depuis un quart de siècle, l'investissement productif de la France est supérieur à celui de l'Allemagne. Les entreprises qui épargnent deviennent du coup des entreprises zombies. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose au niveau d'un pays. Quand vous avez un pays riche
mais qui n'investit pas assez. Excès d'épargne. Vous avez un excès d'épargne qui fait que petit à petit vous transformez en pays zombie. Et je pointe du doigt donc l'automobile, comme Mario Draghi, on voit par ricochet la crise en Chine déclenche une difficulté sur l'industrie automobile. On aurait pu citer le secteur bancaire allemand, Deutsche Bank, Commerzbank, qui n'est pas en bonne forme. On aurait pu citer aussi le secteur chimique, la chimie en Allemagne avec Bayer qui est dans la tourmente. Donc c'est pas excès d'épargne, manque d'investissement. Manque d'investissement et manque de prise de risque. Et ça explique aussi les taux allemands à 0 Exactement. en négatif. Il y a la BCE qui peut l'expliquer, mais la situation structurelle du aussi. pays également. Ouais. Tout à fait. Très clair. Merci beaucoup Jean-François. Merci d'avoir été à nos côtés pour cette première demi-heure d'Intégral Bourse. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. On marque une pause. Direction New York dans un instant. Grégory Volokin sera en duplex avec nous et Eric Venet qui nous accompagne pour la prochaine demi-heure, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.